Salut les gars, merci d'être là dans Un café avec un vidéaste. C'est un plaisir de vous recevoir, un honneur de vous recevoir. C'est lourd, c'est lourd. En plus là, on est sponsorisé par LFL Studio, parfait. C'est ça, de fou, de fou. Juste pour commencer, disclaimer, pour tous ceux qui vont nous écouter, qui vont nous regarder, on se connaît. On se connaît, voilà, disclaimer. Vite fait, on se connaît vite fait dans la vraie vie. Donc voilà, tout simplement. Je pense que votre parcours, ce que vous faites, la vision aussi que vous avez dans votre taf, ça va être intéressant, ça va être bien. Et je pense qu'on peut échanger sur plein de choses cool. Pour débuter, moi, ma première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Et je fais une petite précision. Pour ceux qui vont nous écouter, qui ne vont pas regarder l'image, ils sont trois. Donc il y aura plein de voix différentes qui vont parler, etc. Donc premièrement, si vous pouvez vous présenter, histoire que les personnes puissent entendre vos voix, savoir qui vous êtes, etc. Ok, Aaron. Du coup, on se connaît bien avec Dorian. Je parle de ça maintenant ou pas? Ouais, vas-y, Ah ouais. tu peux. J'ai commencé la vidéo avec Dorian, justement. On a commencé en faisant du clip. Et après, on s'est tourné vers la publicité. Et voilà, après, on a pris des chemins différents. Et je sais que bientôt, on retravaillera ensemble sur d'autres projets. Mais voilà, donc maintenant, on avait commencé en 2016, c'est ça? 15, Il me 16, semble. je sais plus, environ, ouais. Je crois que c'était début Ouais, 15, 16, 2016. Et voilà, après, du coup, j'ai connu Luc, c'était vers 2018, je crois. Ouais, 2017-2018. Ouais. Et c'est là où après, quand j'ai commencé un petit peu à aller vers l'événementiel, même si de base, c'était pas trop ma veine. Mais après, bon, Luc, il m'a converti à l'événementiel. Donc voilà, après, aujourd'hui, voilà, publicité, les Frères Lumière et mariage toujours. Voilà. Lourd. Et tu veux que je fasse un dernier? Un petit truc. Un petit truc par rapport à ce qu'on se disait. Donc, pour les plus assidus du podcast, souvent je parle d'une période où j'ai commencé dans le clip, etc., avec un associé. Et il s'agit de celui que vous venez d'entendre. Donc pour les plus assidus, ils vont reconnaître un peu cette petite connexion. Ah, t'avais parlé de moi déjà? Ouais, déjà. Ah, je suis fiché alors. Terrible. Moi, c'est Jérémy, photographe. Ça fait 1 an et demi que je fais de la photo. Avant ça, j'étais coiffeur de base. Et la photo est arrivée après, en passion. Et après, maintenant, carrément, ça commence à tranquillement en train d'être mon métier principal. Et donc, voilà. C'est lourd. Voilà. C'est lourd. T'es officiellement le premier photographe du podcast. Ok. Tu vois, le premier, donc tu viens Ok, d'inaugurer lourd. le truc. Ok, Donc c'est lourd ça. Ouais, c'est propre. Donc voilà, en gros, voilà. Voilà. Ouais, je te jure. Moi, c'est Luc, vidéaste depuis 2014 à peu près, un peu par hasard. Je suis tombé dedans par le hasard d'une circonstance. Genre, il y avait un montage à faire, un mec s'était désisté. J'avais acheté un Mac pas trop longtemps avant. J'ai testé, et puis depuis, après, je me suis mis à faire des vidéos. Puis après, j'ai un parcours qui n'avait rien à voir avec la vidéo. Puis finalement, je me suis retrouvé sur 2-3 événements, et après, j'ai fait du mariage. Il fallait trouver un nom, donc à l'époque, j'ai appelé ça Les Frères Lumière, même si j'étais tout seul. Officiellement, j'étais tout seul à l'époque. Ça veut dire que à l'époque, j'ai appelé ça Les Frères Lumière parce que j'aimais bien le principe d'équipe, en fait, tu vois. Et que même si j'étais tout seul à l'époque, je savais déjà que potentiellement, j'allais m'orienter vers une corporation, vers une équipe, et que de toute façon, je pense que tout seul, tu vas peut-être plus vite, mais à plusieurs, vous allez toujours plus loin. Et donc, j'ai appelé ça Les Frères Lumière, parce que Luc, ça veut dire lumière, et tout plein de trucs, etc. Tout plein de trucs un peu bizarres et biscornus. Genre, non, il n'y a rien de bizarre. Mais ouais, donc ça fait depuis 2014 que j'ai commencé de la vidéo, pas très sérieusement. Puis après, j'ai commencé à faire comme les autres, en fait, faire de l'événement. Moi, je tombais dans l'événement direct, en fait. L'événement, c'était de petites dots, fiançailles, etc. Puis, je faisais de la vidéo basique. Et après, je vous ai rencontré d'ailleurs, tiens. Ouais. J'ai rencontré, on a été amenés à bosser ensemble sur un événement où je devais filmer pour un décorateur. Ouais, c'est ça. Et je ne pouvais pas être là malheureusement parce que j'étais sur un autre mariage et j'ai fait appel à vous.
par rapport à ton frère qui, à l'époque, était client chez moi C'est ça, au ouais, les restaurant. connexions, ouais. Ouais, exactement. Et vous avez été faire les vidéos. Et quand vous m'avez ramené les rushs, tu m'as ramené les rushs à la maison. Je me rappelle, ouais. Et là, tu m'as montré comment on fait un slow motion. Tu te rappelles ou pas? Ouais, je me rappelle, ouais. Ouais, Je tu me m'as rappelle. montré comment on fait un slow motion. Ça veut dire que tu m'as dit, ouais, tu te mets en 25 images, et puis bam. Et puis après, 25 images, tu fais cadence variable, etc. Et là, j'ai découvert le slow motion après avoir vu des images que vous avez fait pour Wedding Deco Box. Ouais. Exactement. Et là, genre, grande révélation, bah, j'ai testé directement, je crois. J'ai dû tester, je crois, 2-3 semaines après. Avant, je faisais déjà des vidéos. Franchement, sympa. Hein. Mes vidéos n'étaient pas trop dégueu. Après, j'ai pris goût au slow motion. Et après, bah, j'ai commencé à tester de plus en plus de choses. Et j'ai vu que ça a commencé à prendre dans le milieu du mariage afro. Et dans le mariage afro, bah, il faut filmer à 2, 3, 4. J'avais essayé avec des personnes. Et après, j'ai fait appel à Ron pour qu'il bosse avec moi sur un mariage. Et depuis là, on a bossé ensemble 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et au-delà même de la passion de l'image, il y avait des atomes crochus, donc on est encore ensemble, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est associés sur le projet LFL Studio, dont on va te parler au fur et à mesure. Super, super, super. Mais déjà, par rapport à vos parcours, vous avez des antécédents business, on va dire. Donc, je connais un petit peu les réponses des fois, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus, en fait. Si vous avez des antécédents business, Moi, si ça vous aide. moi, ça va être bref. Moi, franchement, non. Pas d'antécédent de businessman, non, non, du tout, du tout. Au contraire, même. Moi, l'entrepreneuriat, le business, ça m'a toujours fait peur. Je reste dans mon côté salarié, en fait. Ok, La sécurité, tout ça, tout ça. Franchement, l'entrepreneuriat, c'est tout nouveau pour moi. ok. Ouais, je connaissais pas. Ouais. C'est intéressant ça. Franchement, moi quand j'ai vu que franchement j'étais peut-être bon à l'école, vite fait au collège, mais qu'en réalité il n'y a absolument rien qui me plaisait à part la vidéo, je me suis dit bon bah je vais aller vers ça. Et franchement, ça me faisait peur de ouf parce que ça n'a pas trop une bonne réputation la vidéo, enfin surtout à l'époque. C'était pas comme maintenant où après ça a commencé à se populariser et que tu voyais que c'était normal de gagner ta vie dans la vidéo. Avant ça paraissait un peu genre si tu disais que tu voulais travailler dans la vidéo ou dans le cinéma, on te regardait en mode ouais mais pour ça il faut être fils d'eux en fait. Sinon ça va pas marcher. Donc j'avoue que pendant très longtemps je me suis posé la question est-ce que ça va marcher? Je sais pas, mais de toute façon je suis bon qu'à ça entre guillemets. Franchement il y a que ça qui me plaisait et que ça où j'arrivais à peu près à faire quelque chose qui plaisait aussi. Donc franchement l'entrepreneuriat ça a été la vidéo directement et bon après on a essayé de faire quelque chose de bien au fur et à mesure et tout, mais ça a été ça directement, rien d'autre, aucune autre expérience dans l'entrepreneuriat à part la vidéo, c'est tout. Ah, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'à l'époque, enfin à l'époque, je dis ça comme si on avait 50 ans, mais à l'époque, c'était soit tu deviens réalisateur et tu réalises des films, soit c'était les vidéos Pôle emploi d'un monteur qui travaille dans une mairie qui te fait pas rêver en fait. Mais il n'y avait pas de gap entre les deux. Il n'y avait pas le côté vidéaste, c'était pas développé, même le terme vidéaste, ça n'existait même pas. Filmmaker, ça n'existait pas. Donc du coup, c'est vrai qu'on pouvait être un peu perdu en mode ouais, je veux faire des films, mais je dis ça à la conseillère d'orientation, elle me regarde bizarrement. C'est ça. En même temps, j'ai pas envie de me retrouver derrière un bureau à faire des trucs que j'aime pas. C'est que tu Donc, vas pas tenir, ouais. donc du coup, ce gap, il était pas là, mais ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et le vrai entrepreneur du groupe Bah ouais, moi j'ai eu 2-3 expériences d'entrepreneur. En fait, moi très rapidement, je pense pas avoir une intelligence de l'école, dans le sens où je pense pas être bête, mais en fait j'ai toujours eu du mal en fait. J'étais un rêveur, j'étais une personne un peu perchée, j'avais des autres aspirations en fait. Donc même si je pouvais avoir des facilités dans les domaines, mais j'étais pas forcément bon pour les schémas classiques. Donc j'ai eu un diplôme, c'était un BEP électrotechnique. J'ai fait de la vente parce que j'avais de la tchatch. Et après, avant ça, je faisais de la radio. Et juste après mon truc de vente, j'ai créé un magazine afro en 2006 ou 2007, je sais plus. J'avais 21 ans à l'époque. Un magazine afro qui s'appelait Héritage. On en a tiré 3 numéros. C'était un succès d'estime, un succès commercial, pas du tout. Donc, on a mis beaucoup d'argent à l'intérieur. Mais c'était une très belle expérience. Ça nous a permis de nous déplacer. À l'époque, de serrer des meufs. Ouais. Et après, c'est fini. Donc, après, j'ai repris le travail normal, la banque.
Et même si j'étais bien dans le rapport de la tchatch, tout ça, mais finalement, j'avais envie de faire des trucs à moi. Donc, à un moment donné, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait avant? J'ai dû faire un ou deux trucs avant, mais finalement, j'ai fait un restaurant, pour faire court. J'ai ouvert mon restaurant à Melun en 2015, qui s'appelle le Baobab, qui était un fast-food afro de 2015 à 2017 à peu près. Restaurant que j'ai revendu à une traiteur qui a repris le business pour faire un truc façon poulet braisé. Entre-temps, moi, j'étais dans ma transition entre le restaurant et la vidéo. Justement, je crois que j'ai croisé ton frère en 2016, je crois, ou 2017, je ne sais plus. Donc, il y a eu la période, le magazine, il y a eu, je ne sais plus quoi, la radio, le magazine, le restaurant. Après le restaurant, j'ai commencé à faire de la vidéo. Et la vidéo, il y a eu l'entité auto-entreprise des Frères Lumière, l'EURL des Frères Lumière, et aujourd'hui le studio créatif LFL, que je partage avec Jérémy et avec Aaron, que j'ai embrigadé les pauvres dans cette histoire. Mais ouais, parce que ouais, finalement, moi j'ai toujours entrepris en fait. J'avais la flemme de travailler pour les autres, je crois. Mais si, par rapport à ce parcours-là, par rapport à vos parcours, de toute façon, il y a plein de choses intéressantes. Quand vous avez commencé, généralement, vous avez commencé seul, on va dire, ou même dès que, je pense, vous avez fait beaucoup de projets seuls. Comment se fait cette transition entre ce côté un peu vidéaste indépendant et, on va dire, l'avantage du vidéaste indépendant, c'est le côté flexible. Tu es flexible, tu vas aller là, tu vas à gauche, tu vas à droite. Et là où vous êtes une team, une équipe, une agence, comment se passe cette transition actuellement, que ce soit au niveau des projets, au niveau d'absolument tout? Comment se passe quoi? La transition en fait entre le fait d'être freelance seul et le fait de passer en équipe. Surtout au niveau d'être associé en fait, sur un même projet. Par rapport à la transition, c'est-à-dire que au final, pour Luc et moi, au final, il m'appelait de plus en plus par rapport à, parce que quand tu es dans le mariage, très rapidement, si tu prends en grade, c'est pas possible de travailler seul. Il faut plusieurs cadreurs, au moins plusieurs cadreurs. Après, à grosse échelle, plusieurs peut-être monteurs, peut-être d'autres techniciens, mais en tout cas, au moins plusieurs cadreurs minimum. Donc la transition, ça a été que à force, je travaillais quand même beaucoup avec lui. Je crois surtout, c'était vraiment en 2019. 2019, ouais. 2019, c'était la folie. Ouais, on a fait beaucoup de mariages en 2019. Et après, finalement, ça a coulé un peu de source. C'est-à-dire qu'au final, il m'appelle tout le temps, mais on n'est pas ensemble. Mais finalement, c'est comme si on travaillait ensemble parce que finalement, on fait quasiment tout ensemble. Surtout, au final, les plus gros, bon, pas tous, mais quelques gros mariages quand même. Sur les plus grosses prestats, t'étais quand même. En fait, la transition, elle s'est faite naturellement. En fait, hein. La transition, elle s'est faite naturellement parce que Aaron, on était amené à travailler ensemble souvent et que Aaron était un élément phare de la recette Les Frères Lumière. En fait, il y a une forme de recette Les Frères Lumière. Ça veut dire qu'en fait, les gens, quand ils voient des images, ils disent « ça, c'est Les Frères Lumière ». Et Aaron fait partie des ingrédients phares, en fait. C'est-à-dire que... Et ce qui fait qu'au final, c'était logique pour moi, lorsque j'ai commencé à voir plus grand pour Les Frères Lumière, de me dire que pour que ça aille aussi loin que je veux que ça aille, il faut que l'un des éléments phares soit là, en fait. Sinon, c'est compliqué. Sinon, il va falloir que je trouve un générique. Le temps de le former, c'est relou, tu vois. Ouais, et Aaron, moi, aujourd'hui, je pense que justement, j'ai une vision entrepreneuriale qui est assez prononcée. J'ai un côté créatif qui est prononcé aussi. Mais au final, je peux me reposer sur la partie créativité complètement sur Aaron et sur la partie créativité avec Jérémy, parce qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui sont extrêmement exigeantes. Tu vois, aujourd'hui, moi, je suis tiraillé entre le côté, l'image de l'entité, la négoce, les contrats, la clientèle. Okay. Et derrière, ça veut dire que forcément, je peux malheureusement, être amené à faire les choses machinalement, tu vois. Et aujourd'hui, quand je suis en tournage, par exemple, Aaron, il va avoir ce côté de « ouais, non, c'est mort, on part pas sans avoir eu la bonne image, tu vois. Jérémy, il va dire « non, la lumière, elle est pas bonne, vas-y, l'image, truc ». Il va prendre du temps à bien faire les retouches. Et c'est ça, pour moi, qui est important. Ça veut dire qu'au final, on a ce truc où ce que eux ils ont pas, entre guillemets, en réflexe d'entrepreneur, la notion de risque, moi, je l'ai. Et j'ai aussi ce côté artiste aussi, certes, mais aujourd'hui, mon côté artiste,
à réveiller chez moi à développer mon côté entrepreneurial. Et eux, ils ont le côté artiste à fond. C'est une transition logique, en fait, pour moi. En plus de ça, nous, c'est les Frères Lumière. Le côté les Frères Lumière, c'est un concept lié sur plein de choses, en fait. C'est-à-dire qu'au-delà de la partie entreprise et créative, il y a aussi des valeurs communes, tu vois. Il y a des valeurs communes qui font que, ben, une fois qu'on a validé que artistiquement, on était compatibles, une fois qu'en termes de vision, en termes de principe, on est compatibles, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Dire les mêmes valeurs, ça veut dire que, ben, en termes de principe, en termes de plein de choses, en tout cas, on partage les mêmes valeurs. On s'est mis d'accord dessus. On peut avoir des divergences d'opinion. Et même déjà, avant même qu'on signe un truc, nous trois, moi, j'ai toujours eu le réflexe de demander à Aaron, ben, qu'est-ce que tu en penses, en fait? On est sur un tournage, sur un mariage. Même si c'est moi qui suis à l'origine du mariage, ben, je vais laisser Aaron faire, en fait, parce que j'ai confiance en Aaron. Je sais que, dans tous les cas, il va me créer un truc, tu vois. Et c'est naturel, en fait. Jérémy, on est frères. On est frères, on n'a pas la même mère, mais on a le même père. On comprendra qui comprendra. Et donc, ça veut dire qu'on partage, au-delà de l'amitié, on partage une intimité, nos femmes se connaissent, etc. Donc, c'était une suite logique, en fait. Et il faisait des photos qui étaient nulles, archi nulles avant. mais en fait, il avait déjà un truc, Même quand ses photos étaient nulles, tout le monde voyait que ce mec-là, il avait un truc, il avait une patate de fou, tu vois. Et même moi, je le voyais, ouais, il avait une grâce, il avait une lumière déjà. C'est-à-dire que moi, j'étais un peu comme ça, je dis un peu, oh, c'est intéressant. Hein. Et dès que c'était prêt, j'ai dit, frère, mais là, on est obligé de faire un truc ensemble. Il correspondait complètement à la vision de l'excellence que moi j'avais par rapport au travail et par rapport au standing que moi je visais, tu vois, clairement. En vrai, c'est vrai que c'est lui qui a la vision. Hein. Souvent, quand on rigole et tout pour se donner des clichés, à chaque fois, moi j'aime bien dire la vision prophétique, c'est là. Comment on dit? La grâce, quand ça brille, c'est là. Ouais. Et puis moi, il me disent la créativité. Donc, franchement, c'est bien complémentaire. Ouais. Et moi, je sais que personnellement, comment dire, moi, je sais que je pourrais jamais faire le travail que je fais aujourd'hui sans eux deux, parce que il y a vraiment certaines choses que j'ai pas et que je pense que même si je travaillais dessus, je serais jamais forcément très bon dedans. Tout ce qui est entrepreneurial et tout, de toute façon, on a fait ensemble. Et même quand on était ensemble, toi et moi, Dorian, je pense que tu as vu naturellement, moi, j'étais jamais trop celui qui voulait parler aux clients. À chaque fois, je te passais le téléphone. Oui, je me rappelle. À chaque fois, c'est toi qui parlais aux clients. Je te disais, franchement, j'aime pas trop parler au téléphone. J'ai pas la tchatche, ça va pas vite et tout. Puis je réfléchis pas assez vite. Ça veut dire là, t'aurais dû lui proposer ça, t'aurais dû faire ça et tout. J'ai pas je sais pas. Moi, j'ai du mal avec ça en fait. Ouais, le business, je suis pas malheureusement. Mais d'un côté, pourquoi s'attrister de ça quand au final, faut exploiter la grâce que t'as, tu vois, et pas aller enlever celle des autres. Donc au final. Ça marche super bien, franchement, on se complète super bien. Ouais, et voilà. Tout en étant quand même, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de créativité chez Luc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Parce que quand même, au final, les Frères Lumière, ça brillait déjà avant qu'on arrive, donc c'est la preuve qu'il y a quand même, bien sûr, le standing. Mais non, franchement, en fait, ça me fait penser au fait qu'il y a beaucoup de personnes... En fait, en tant que vidéaste, des fois, on a ce truc de vouloir tout faire. On veut tout faire. On veut faire du business, on veut filmer, on veut monter, on veut faire des photos, on veut tout faire. Tu vois une personne tout seule qui fait absolument tout. Et sauf qu'en fait, en faisant tellement de choses, des fois, qu'il y a des trucs, par exemple, je vois certains vidéastes, je me dis, t'as voulu faire des VFX, mais c'est nul, tu vois. Clairement, c'est nul, c'est pas ton truc, tu vois. Et c'est pour ça que c'est intéressant, le fait, des fois, de s'associer et de se dire clairement, ok, écoute, ça, c'est pas trop mon truc, même si je le développe, de toute façon, j'ai pas envie de le développer. Toi, c'est ton truc, toi, c'est ton truc. Unissons nos forces et allons plus loin, tout simplement. Allons plus loin, créons un truc. Donc ce côté-là, je le trouve bien, je le trouve intéressant. Je trouve que vous avez bien agencé ça. Et surtout, vous avez tellement bien répondu, vous m'avez ôté des questions. C'est-à-dire, j'avais des questions, vous les avez balayées carrément. Et là, en fait, ce que je voudrais savoir, c'est vous êtes quand même dans une niche, surtout particulièrement dans le mariage. Vous avez ciblé une certaine niche, qui est la niche afro.
Et je voudrais en savoir un peu plus sur pourquoi ce choix et quelles sont les spécificités, les caractéristiques même de cette niche-là. Moi, après, personnellement, en photo, j'ai pas eu l'opportunité, je pense, de cibler ma clientèle. C'est tout de suite ouverte à moi. Tout de suite eu un démarrage afro. J'ai foncé dedans. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément ciblé une clientèle particulière. Après, Luc, peut-être, tu as quelque chose à dire là-dessus. Mais moi, en tout cas, ça s'est imposé à moi, quoi. Si le businessman... Non, mais après, franchement, ça n'a même pas été un choix réfléchi, en fait, de base. Après, moi, quand j'ai commencé vraiment dans le mariage, limite, je voulais esquiver ça, en fait. Tu sais, il y a toujours ce truc où tu veux quitter... tu veux pas te ghettoiser, en fait. T'es turc, tu veux pas faire des trucs de turc. Ouais, je T'es vois. indien, tu peux pas faire des trucs que indiens. T'es rebeu, tu peux pas faire que les trucs de rebeu. Moi, je suis renois, je voulais pas faire des trucs de renois, en fait, tu vois. Donc, dès que j'ai commencé à faire des vidéos un peu... Ça commençait à faire un peu de slow motion, j'ai dit, ah, flemme de faire des trucs d'Africains, tu vois. Et donc, par rapport à ça, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, les premiers contacts que j'ai eus, c'était des contacts de mariage afro. J'ai commencé à les faire. Et très rapidement, le dédain que j'avais par rapport à ces mariages-là, il a été ôté parce qu'au final, je me suis rendu compte que c'était une niche où, déjà, financièrement, c'est intéressant. Ok. Financièrement, c'est intéressant. Important. C'est-à-dire que... tu peux aujourd'hui vendre des mariages à des afros plus souvent, plus cher que tu pourrais vendre à des mariages européens. Pourquoi cette différence? Déjà, je trouve que, juste une petite parenthèse, je trouve le monde du mariage, c'est hyper... les quelques mariages que j'ai pu faire, ou les clients, ou les prospects plutôt, qui m'ont contacté pour des vidéos de mariage, souvent c'est en mode, par exemple, si c'est des rebeux, ils vont dire, est-ce que tu sais filmer les mariages rebeux? Tu vois, j'ai eu des juifs, tu sais faire les mariages juifs. Genre vraiment, il y a ce côté déjà au niveau de l'origine qui est hyper important de comprendre. Donc tu peux m'en dire un peu plus par rapport à ça, pourquoi c'est plus cher chaque communauté a ses codes et chaque communauté a ses codes du classique, du bas de gamme et du standing. Ok. Aujourd'hui, il y a des communautés où le standing, ça va être très dans la sobriété. Il y a des communautés où le standing, ça va être très dans le bling-bling. D'autres, ça va être vraiment... le standing, ça va être le luxe. Aujourd'hui, la communauté afro est une communauté culturellement qui aime le divertissement. Et après, je ne sais pas si c'est péjoratif ou pas, mais je pense que c'est un fait. Si je me trompe, que les gens ils m'excusent. Mais c'est une communauté qui, je pense, aime le divertissement. Et comme ils aiment le divertissement, ils aiment aussi le côté, la sapologie, on connaît la sapologie, on connaît les Africains, etc., tous ces clichés qu'on peut avoir. Mais c'est des choses qui véritablement se vérifient dans le mariage. Quand une personne se marie, elle se dit elle va se marier qu'une fois, il faut que ça pète. Ça veut dire que lorsque tu as réussi à établir ton nom comme étant une marque de standing, les gens sont prêts à dire moi j'ai pris. Tout le monde peut dire que lui il est trop cher. Ben, je l'ai pris parce que tout le monde sait qu'il est trop cher, mais moi je l'ai pris justement. Okay. Tout le monde te veut. Ce côté un petit peu fierté en fait. Exactement. Tout le monde te veut parce qu'on sait que tu es trop cher. Et qu'on sait que c'est un peu différent des autres. C'est une marque de luxe quoi en fait. Exactement. Après, je pense pas qu'on ait une marque de luxe aujourd'hui, mais clairement, je pense que... Non, tu peux le dire au micro. Tu peux le dire au micro, il n'y a pas de souci. Non, je pense pas qu'on ait une marque de luxe. Mais en fait, on est haut de gamme. On a des exigences de standing tout le temps. Le luxe, je pense que c'est une notion qui est beaucoup trop abstraite. Nous, on est dans une exigence de standing, en fait. Pas parce qu'on veut être plus cher, mais juste parce qu'on s'est rendu compte que la manière dont on se prend la tête pour faire nos vidéos, pour faire nos prises de vue, pour faire nos scénarios, on ne peut pas se permettre de faire 100 mariages par an, 50 mariages par an. Ça veut dire qu'on pourra en faire que très peu. Et si on veut être équilibré dans le rapport quantité et rendement financier, mais il faut qu'on augmente nos tarifs. Parce que tout le monde nous veut, on est beaucoup trop accessible, c'est-à-dire qu'on va devoir travailler pour tout le monde, et finalement on va devenir moins efficace. Donc par conséquent, on augmente nos tarifs. Comme ça, on peut vraiment être... nous, notre mot d'ordre actuellement, c'est la rareté. C'est-à-dire que malheureusement, on a envie de faire des bonnes choses pour tout le monde, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir des bonnes choses, malheureusement.
Ça, c'est quelque chose, c'est des principes que j'avais au départ. Je me suis dit, ouais, j'ai envie de faire des super belles vidéos pour tout le monde. Mais il s'avère que quand tu veux faire des super belles vidéos pour tout le monde, c'est des bonnes intentions. Tu construis rien avec des bonnes intentions. Tu construis des choses en prenant des grandes décisions. Et aujourd'hui, la décision qu'on a prise, c'est que malheureusement, les exigences qu'on a, c'est du standing. Ça prend du temps, ça prend de la créativité. Et le temps, ben, malheureusement, on est obligé de le monétiser derrière. Et qu'on a une denrée dans notre communauté, dans notre niche aujourd'hui. Je ne sais plus qui disait... c'est toi qui disais ça, je crois, qui disait mieux vaut être un requin dans un bocal que. Non, mieux vaut être un poisson rouge dans un bocal qu'un requin dans une mer ou je sais plus quoi en fait. Mieux vaut être un petit poisson dans une. Mieux vaut être un gros poisson dans une petite mare Dans un petit bocal. qu'être un gros poisson dans une grande mare. Exactement. Non, je sais plus, un truc du genre. Mais moi, je le dis, j'aime bien dire cette phrase aussi. Exactement. En gros, aujourd'hui, bah, je pense qu'on n'a pas à rougir devant les autres vidéastes, clairement, qui font autre chose, qui sont dans d'autres communautés. Mais il y a des gens qui mettent des claques, on regarde des vidéos, ça met des claques partout, tu vois. Nous-mêmes, on se dit, on met des claques. Mais on se dit que dans la communauté où on est, que des fois, vas-y, flemme, parce que c'est relou pour ci ou c'est relou pour là. En fait, mais dans cette communauté-là, c'est nous qui sommes en train de monter un peu le plafond à chaque fois, en fait, tu vois. Et que bah, c'est bien. D'une, pour nous, c'est une fierté. Deuxièmement, ça nous permet de rééquilibrer un peu les standards. Et troisièmement, c'est nous les boss, en fait. Et là, je te le dis clairement. Tu vois, je le dis devant. Non, c'est cool. Si le micro l'enregistre, ouais. Bah, désolé, mais malheureusement, c'est nous les boss, en fait, aujourd'hui. Ça veut dire Je pense que ça va être le nom du podcast pour les leaders du truc. Je vais mettre un truc comme ça, je pense. Bah, non, franchement, après, c'est même pas de la prétention. Aujourd'hui, je pense que j'ai des collègues aujourd'hui qui font du mariage qui sont extrêmement bons. Il y en a plein que je suis, que je regarde, je vois leur taf. Ils sont extrêmement bons. Il y en a qui sont des amis proches même, tu vois, qui viennent manger chez moi à la maison. Mais au-delà de ça, je pense sincèrement que c'est nous les boss. Pas parce qu'on a le plus de followers, pas parce qu'on est meilleur qu'eux. C'est juste qu'aujourd'hui, à chaque fois, nous, on vient péter un mur. Tous les 3-4 mois, on casse un mur. C'est-à-dire qu'on est parti loin faire des mariages. On n'a pas inventé l'eau chaude. Mais au final, ça ne nous empêche pas quand même de devoir poser des nouvelles marches pour les standards, tu vois. Même si on n'est pas les premiers, mais on est quand même des personnes qui cassent les murs, tu vois. En fait, dans ce que tu as dit, il y a un truc qui me tilte, c'est quoi? C'est déjà la manière dont l'analyse a été faite pour choisir la niche. C'est pas un truc... ça montre qu'il faut... À un moment, il faut se poser, il faut se dire, OK, pourquoi je fais ça? Et pas juste, j'arrive, tiens, je fais des vidéos. Aujourd'hui, je suis en train de faire des vidéos dans une usine. Aujourd'hui, je fais un mariage comme ça. Aujourd'hui, je fais ça. Non, il y a une réflexion. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, en fait, vous mettez une certaine qualité dans votre travail. Mais en fait, ça qui est intéressant, c'est que chez le client, vous visez un besoin qui n'est pas forcément lié à est-ce que c'est hyper beau, même si c'est ça, mais c'est plutôt lié au besoin d'estime. C'est-à-dire que les clients, ils ont un besoin d'estime, en fait, dans leur mariage. Enfin, je pense qu'il y a plein de besoins dans le monde du mariage, mais dans cette niche-là, il y a vraiment un besoin d'estime, un peu ce côté luxe. Ça s'appelle la considération. Ça veut dire qu'aujourd'hui, considération et démarcation, ce sont les mots d'ordre presque. Aujourd'hui, quand tu vas faire un mariage afro, même dans d'autres mariages, hein, les gens vont montrer la semelle rouge de Louboutin, tu vois, pour dire que même si j'ai mis des chaussures, ça me sert juste à marcher, mais là, c'est les boutins. Nous, on va faire des vidéos, c'est juste pour un souvenir, hein, mais là, c'est la marque de ceux qui font des vidéos différentes. Mais en fait, aujourd'hui, on est dans un mécanisme où les gens ont besoin, pour être considérés, d'avoir des références de considération. Soit une référence de considération, et après, tu n'as plus de problème. C'est-à-dire que tu peux aujourd'hui... Moi, j'ai un pote à moi que tu as vu tout à l'heure, là, qui m'a dit, tu sais quoi, je vais vendre d'une tabac, de l'agneau grillé. Tu vois, ouais, mon pote, là, en question, il a tout fait. Il a fait l'électricité, il a fait je sais pas quoi, etc. Il a tout fait. Il a vendu des t-shirts, tu vois ce que je veux dire? Demain, il va me dire, si demain, il me dit, gros, je vais vendre des ampoules. Tu sais quoi, je vais dire la même chose que je vais te dire là maintenant, c'est que sois le meilleur à vendre des ampoules. Je sais qu'il va le faire parce qu'il va se dépasser. Bien sûr. Tu peux faire ce que tu veux à partir du moment où, lorsque toi, tu vas le faire, tu arrives à te démarquer et que tu arrives à être une marque de considération. Même quand tu vas acheter un canapé, on va te dire, fais gaffe, hein. Faut que ton canapé il soit au moins comme ça, de cette marque-là, etc. Soit une marque de référence. Aujourd'hui, je le sais, parce qu'on me l'a déjà dit, et que je parle avec des mariés qui déplacent des dates de mariage par rapport à nous.
que ah non, mais j'ai eu un mec là, il fait de la vidéo, mais c'est pas comme les frères Lumière. On fait pas de magie, on fait pas des trucs de fou. On s'applique, on est exigeant avec nous-mêmes et carrément aujourd'hui, on ne se rend même plus compte, en toute sincérité, hein, de là où on est bon en fait. Parce que pour nous, ça devient limite banal, tu vois, sans prétention aucune. Sans prétention aucune. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on a fait en sorte, parce qu'on fait attention à la manière dont on communique, on fait à la manière dont les vidéos qu'on va balancer. Exemple, je balance une vidéo tous les 3 mois. Ouais, l'effet de rareté sur les réseaux sociaux Totalement. aussi. Ouais. J'ai 30 teasers chez moi, peut-être, de mariage que j'ai fait. Je dis pas que les 30 teasers sont moins bien. Ben, je vais prendre un mariage, parmi tous les 30 mariages qui sont bien, je vais en prendre un qui va me servir à communiquer pour dire je suis encore là. Et en arrière-plan, je bosse. Je crois Aaron, il poste même plus que moi, je crois. Tu vois? Mais au final, parce que mes clients aiment ce côté un peu... Non, moi j'ai pris le vidéaste là qui est un peu rare. C'est-à-dire que lui, quand il fait des vidéos, c'est un peu rare, tu vois? Mais moi j'aime bien ça. C'est comme le sac Hermès. Tu commandes un sac Hermès, tu vas payer 30K, 40K, tu vas l'avoir dans 6 mois. Non, mais en tout cas, pour ceux qui regardent et qui écoutent, en termes de positionnement, ce que vous dites, c'est assez ouf. Parce que même là, d'habitude, moi, les podcasts, je me prends pas la tête, c'est sur Zoom. Mais là, ils m'ont mis des coups de pression. Ils m'ont fait venir dans leur studio, sponsorisé. Il y a je sais pas combien de caméras qui nous filment, il y a un photographe, il y a plein de trucs. On voulait te bénir. Et donc, ce côté, moi, je veux dire le terme, ce côté marque de luxe, je trouve que clairement, ça peut s'implanter, ça peut s'imbriquer chez les vidéastes aussi. On oublie souvent que les vidéastes, c'est un marché comme un autre. C'est comme les sacs. Moi, j'aime bien comparer ça au restaurant en général. Il y a plusieurs types de restaurants. Il y a le fast-food. Tu rentres, tu tapes ton burger, tu sors. Il y a le restaurant où tu fais tout. Tu vois, des restaurants où tu vas avoir du chinois et de l'indien mélangé. Souvent, tu n'as pas envie de rentrer. Et tu vas avoir le restaurant luxe, rare. Tout le monde ne peut pas rentrer. Tu veux mettre le pied. On te regarde, on te dit, il faut que tu sois sapé d'une certaine manière. Il y a un truc comme ça. Et je pense que dans l'univers des vidéastes, il y a ce côté-là. Il y a des mecs, je pense, dans le mariage, qui doivent bourriner à mort, qui doivent faire 100 mariages, enfin, je sais pas combien de mariages dans l'année, qui doivent filmer le plus de mariages, monter hyper rapidement, et voilà, c'est du vite fait, bien fait. Je pense que dans tous les trucs, il y a ça, et c'est important ouais, de vraiment savoir réfléchir sur ça. Et là, on parlait beaucoup sur le mariage. Actuellement, vous ne faites pas que ça. Vous faites d'autres trucs. Et ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est qu'en 2020, il y a eu le Covid. Le Covid a frappé totalement le secteur en général. Moi, il y a un mot que j'ai pu apprendre vraiment en 2020, c'est le terme résilience. Donc le terme résilience, c'est le terme, en fait, tout simplement, si je devais définir le plus simplement la résilience, c'est ta réaction face à un événement et ce qui en sort après. Donc du coup, en fait, c'est tout simplement un événement et puis tu te relèves après. Et je trouve que la création du studio que vous avez fait, c'est un peu une leçon de résilience. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de l'endroit où on est, du studio, de ce que vous ajoutez là actuellement? Tu veux qu'on parle par rapport au concept du Ouais, au du concept. studio En fait, comment s'agencer la vision jusqu'à la création de tout ça? La vision jusqu'à la création. Pourquoi ajouter ça? Parce que là, par exemple, vous faisiez du mariage, tout se passe super bien. Pourquoi ajouter ce côté-là, en fait? Faut savoir que Luc faisait déjà quelques contenus publicitaires dans la vidéo avant que j'arrive. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé, moi j'ai fait comprendre que là où je préférais, j'étais plus épanoui, c'était moins le mariage que la publicité. Et étant donné qu'il a, comme je disais, la vision prophétique, il a dit non, mais là on va faire quelque chose et tout, parce que au final, en plus avec le Covid, l'événementiel ça a pris vraiment un coup en fait. Donc c'est sûr que passer à de la publicité, au contraire, les gens ils ont commencé à encore plus avoir envie de communiquer pendant le confinement, pendant tout ça, parce que t'es bloqué en fait. Donc du coup, c'est le digital qui parle en fait. T'es obligé d'avoir quelque chose. Donc ça s'est fait comme ça pour la vidéo. Après, par rapport au studio, le fait qu'on se soit mis à 3, c'était déjà une idée que Luc il avait depuis un moment. Il m'en parlait même quand on était full mariage. Je me rappelle dans la voiture et tout, tu me parlais de ça, que c'était une idée qu'il avait depuis longtemps. Et il hésitait, il ne savait pas trop, est-ce qu'il allait devoir le faire en mode lui tout seul, mais qui fait appel à des personnes, ou est-ce que vraiment je fais une structure
où vraiment on est à plusieurs sur le truc à la source. Et voilà, il savait pas trop, il hésitait et tout. Après, je pense que le fait qu'il y ait eu le Covid et tout, ça a fait réfléchir un peu plus à ça. De base, c'était une idée de côté, mais voilà, en fait, il y a tellement de mariages, tellement de trucs et tout qu'on n'y pensait pas trop. Et après, le fait que ça se présente comme ça, il a vu que moi, j'étais toujours plus en mode pub. Et de toute façon, je crois que même pendant le Covid, tu t'es pas ennuyé parce qu'il y a tellement de mariages qu'au final, tu passes une phase de montage intensive et tout. Donc, je dis pas que du coup, il y avait plus de taf. Franchement, il croulait encore sous les montages carrément. Des fois, je l'appelais pendant le confinement et il me disait là moi je taffe en fait. Genre, c'est moi-même qui avait, parce que moi j'ai grave pas d'exposition ou de notoriété et tout, donc j'ai galéré et tout. Mais alors lui, il était dans les montages, les acomptes qui étaient toujours là et tout. Donc ouais, au final, il y a grave du taf. Il a pas chômé pendant le confinement. C'est ouf. Bref, tout ça pour dire que après, donc quand il a pensé à faire la structure, au départ, il voulait qu'on... tu me dis si je me trompe. Vas-y. Mais en gros, l'idée c'était, il voulait qu'on s'associe sur le projet et après que Jérémy puisse venir et tout et prendre du coup une partie studio photo au sein du complexe. Et après, j'avoue que moi, je me suis dit, mais moi, je voudrais que Jérémy, en fait, il soit avec nous vraiment, en fait, tu vois, parce que je trouvais ça dommage que, genre, on soit là, on construise quelque chose, ça avance bien et tout, chacun prend un peu sa notoriété par-ci, par-là, et puis après, chacun s'en va de son côté et tout, parce que, on a pris ce qu'on avait à apprendre et on continue, tu vois. Je trouvais ça dommage, je me suis dit, moi, demain, j'ai pas envie de, genre... les frères Lumière, ça prend. Je vois que ça y est, je prends la grosse tête. Ça y est, il y a des gens qui me DM directement sans passer par Luc. Vas-y, je vais faire mon truc à côté. Franchement, c'est pas une mentalité que j'avais envie. Enfin, j'avais envie de supprimer toute éventualité à ça. Je sais que de base, je suis pas comme ça. Je sais que de base, personne ici est comme ça. Mais je sais aussi qu'on est des êtres humains et que franchement, on est sensible à ça en fait. Ouais, je comprends. Ça peut arriver à tout le monde. Franchement, faut pas imaginer qu'on est à l'abri de ça. Ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Et je voulais vraiment que, en fait, on se base sur un projet commun et que demain, si quelqu'un a une opportunité, il en fait profiter la structure, on avance ensemble. Et au lieu de se dire, vas-y, là, ça y est, j'ai bien de la notoriété, j'ai commencé à prendre en grade et tout, je vais faire mon truc solo. Non, c'est en mode, ok, maintenant ça a pris. Je me débrouille pour faire gonfler en fait l'entité qu'on a mis à 3 et je fais gonfler le truc. Et pourquoi vouloir penser à partir dans son coin pour être pris dans un truc plus gros quand tu peux travailler avec tes frères? Franchement, c'est grave une grâce de pouvoir travailler en plus entre frères, comme il disait tout à l'heure. On a la même vision. Voilà, depuis tout à l'heure, vous devez entendre le terme grâce qui vient, etc. C'est des chrétiens en fait. Donc c'est pour ça que... Ouais, les 3 versets, je peux balancer. Non, tu peux balancer. Comme dit, c'est un podcast, c'est ouvert. Il s'est retenu tout à l'heure. On n'est pas à la télé. Ouais, c'était coincé dans sa gorge, etc. Non, on a le droit de parler de ça tranquillement. D'ailleurs, j'aurais une petite question par rapport à ça, mais on verra après pour le plat de résistance. Donc voilà, pourquoi vouloir après partir, faire son projet solo, se retrouver avec d'autres personnes qui partagent pas forcément la vision et tout. Au final, même ça va même nous desservir personnellement. Autant profiter de encore une fois, la grâce qu'on a de pouvoir travailler ensemble et de faire gonfler ça. Et demain, de créer une structure qui partage, où vraiment on est maître de nos valeurs, de nos idéaux en fait. On ne sera pas soumis aux trucs, aux standards qui sont déjà imposés. Aujourd'hui, un gros client va venir nous voir. Notre but, c'est pas que parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs que nous, on refuse. Notre but, c'est qu'on lui propose justement, en fait, c'est un peu une rééducation. Genre, le but qu'on a, ce serait que du coup, on lui propose quand même de travailler pour lui, mais de réaliser un truc qui sont dans nos valeurs et au final de rééduquer le client et lui montrer, tu vois, pour que ta marque aujourd'hui elle avance et tout. T'es pas obligé de mettre des personnes à demi-nues en fait. T'es pas obligé d'aller sur ce. Des valeurs qui sont pas forcément les autres en fait. Voilà, t'es pas obligé en fait. La preuve, regarde, on t'a fait un travail de qualité, ça pète et tout. Donc c'est de la rééducation et tout. Et ça, moi je trouve que c'est ça la vraie richesse, tu vois, de pouvoir faire ça. Et aujourd'hui, de faire grossir ce truc-là et voilà et tout. Donc
Voilà, puis c'est un plaisir, franchement, de travailler entre frères. Je veux juste Yes, rajouter vas-y. à ce que Aaron il disait, c'est bah ouais, ça s'est fait comme ça, c'est parce qu'on a une vision entre guillemets une vision commune par rapport à nos valeurs. C'est que chacun aurait pu très clairement faire son truc de son côté. J'ai eu des opportunités, il a eu des opportunités, tout le monde a eu des opportunités, mais vraiment ce qui a fait pencher la balance, c'est que voilà, on a envie de faire un truc à trois, entre frères, entre guillemets, tu vois. Et que surtout, ouais, voilà, qu'on soit surtout maître de nos décisions. Parce que aujourd'hui, je peux très bien faire un truc de mon côté, m'associer avec une autre personne, et au final, je serai soumis à ce que la personne, elle va me dicter. Et après, bon, t'es perdu après. Ouais, Et du coup, là, c'était vraiment une force de partir à trois. C'était juste pour compléter un peu ce qu'il disait par rapport à tout ça. Mais en fait, ce que vous dites, c'est, je trouve, il y a tout. Vous dites plein de trucs parce que au niveau de la vision, avoir une vision claire de ce que l'on veut, de où on veut aller, c'est hyper important en fait. Et moi, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est vraiment ce côté-là où je suis, en fait, en tant qu'entrepreneur, j'ai pas un patron qui va m'imposer quelque chose derrière ou quelqu'un qui va m'imposer. Un client qui vient, si j'ai pas envie de travailler avec lui, je lui réponds pas ou je lui dis écoutez, j'ai pas envie de faire ce projet-là, etc. Fin. Je suis pas obligé de prendre ce client-là, etc. Et je trouve que c'est un peu ce côté-là qui est top, qui est parfait, qui est positif en tant qu'entrepreneur. Et surtout que c'est implanté avec votre foi, une foi que je partage aussi. Donc je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Et par rapport en fait à tout ça, c'est quoi? Parce que là, depuis tout à l'heure, la vision elle est tellement marquée que j'ai envie de poser cette question. C'est quoi votre vision dans 2 ans? Dans 3 ans par exemple même? C'est quoi Vision prophétique. C'est là. Je crois que c'est là. Non, mais la vision dans 2 ans, en fait, c'est juste de. En fait, c'est une vision de paix, franchement. Après, ça veut. Ouais, non, franchement, la vision dans 2 ans. Aujourd'hui, on a 2020 qui s'est greffé à 2021. Nous, à terme, on voulait faire un peu moins de mariages. Comme je te disais, on a fait de la quantité, mais on veut, justement, on voulait réduire pour en faire beaucoup moins en 2021. Malheureusement, on doit tenir nos engagements avec les clients qui devaient se marier, qui malheureusement ont eu le Covid, qui ont mis des bâtons dans leurs projets. Donc on a du mariage en 2021, si on peut les faire. Dans 2 ans, c'est-à-dire en 2023, c'est ça? C'est ça, ouais. 2023, clairement, on va beaucoup développer la partie formation, beaucoup développer la partie pub. Aujourd'hui, on est en train... ce qui est génial avec la niche où on est, c'est que c'est une niche qui peut être que tu peux avoir envie de fuir, tu vois, mais c'est une niche qui est très sensible à une forme à la nouveauté en fait, qui est très sensible à la nouveauté et à l'éducation. Il suffit juste de trouver un bon modèle d'exposition pour que derrière tu arrives à convaincre les gens que oui, c'est efficace en fait, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui avant n'avaient pas le réflexe vidéo de com, qui aujourd'hui, on va pas dire on croule sous les demandes, mais on a beaucoup de demandes de spots, beaucoup de demandes de besoins en photo, studio et mode, etc. Les gens, ils sont prêts à mettre de l'argent dans ça, alors que c'était pas du tout un réflexe qu'ils avaient, tu vois. Nous, on a un gros travail à faire par rapport à d'autres qui sont déjà dans des circuits où les gens ils payent des grosses sommes. Mais aujourd'hui, nous, on est leader dans un marché où il y a personne en fait. Il y a déjà du monde. On n'a pas à se bagarrer avec beaucoup de personnes pour affirmer un leadership, tu vois. Là, c'est vraiment une niche, ouais. Exactement. Donc là, on est en train de démocratiser, on l'installe, et après, au-delà de ça, on va ramener la chose beaucoup plus loin, en fait. C'est-à-dire qu'on va élargir on va mettre des racines partout. Aujourd'hui, là, on fait gentiment de la vidéo et de la photo, on fait du graphisme, après, il y aura du web, après, il y aura d'autres branches qui vont se développer par rapport à ça. Et au fur et à mesure, là, on est déjà en train d'avoir des personnes qui sont avec nous, à qui on est en train de montrer des petites recettes pour qu'ils puissent reproduire. C'est comme la recette du McDo, tu vois. Ouais. On va faire des sortes de franchises de frères Lumière. Il y aura des petits frères Lumière, des petites sœurs Lumière, de manière à ce que aujourd'hui on puisse éclairer un peu la communauté. Ensuite, après la France et le monde, tu vois, tout doucement. Franchement, on a des visions presque mégalo en fait. On a des visions limite le monde, limite c'est rien, tu vois. Nous on veut mettre de la lumière partout. Et quand je dis qu'on veut mettre de la lumière partout, ça veut pas juste dire qu'on veut
prendre des parts de marché. On veut mettre un état d'esprit et une vision dans la tête de tout le monde. On est en train de la ramener doucement, comme ça, subtilement, comme si de rien n'était, avec des chips. Quand ça va rentrer dans la tête des gens, ils vont pas s'en rendre compte qu'au-delà de leur mettre des vidéos et des photos, on est en train de leur transmettre un message qui est beaucoup plus profond dans notre façon d'être, de parler, de réagir, de nous sacrifier, de nous comporter et de plein de choses en fait. Ça fait partie un peu de la partie invisible de l'iceberg, mais c'est la partie qu'on travaille aussi beaucoup, autant qu'on travaille nos vidéos, tu vois. La vision, elle est installer un esprit, un état d'esprit. Ça paraît presque... Mais c'est ça en fait. Là, je vais citer mon... Je suis fan de ce mec-là, Steve Jobs. En plus, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a vraiment fait penser à ce côté-là. Parce que tu as dit... je crois qu'il dit il n'y a que... Enfin, c'est une histoire... Ah ouais, au final, je vais rater ma citation. Ouais, c'est vrai, tu peux paraphraser, c'est pas grave. Mais en gros, c'était une histoire qu'en fait, il faut être fou pour penser que tu peux changer le monde. Enfin, bref. Vous avez tapé sur Google, vous avez trouvé. En gros, ça correspondait au truc. C'était qu'en gros, il n'y a que les personnes qui sont fous. Ah oui, voilà, je crois que c'est un truc comme ça. Il n'y a que les personnes qui sont assez folles pour penser qu'elles peuvent changer le monde qui changent le monde. Il faut des fous en fait, un petit peu, tu vois. Et c'est un peu ce qu'il disait, genre en mode ouais, ça paraît un peu mégalo, en mode ouais, il est sérieux lui, il pense à des trucs comme ça et tout, redescend, tu vois. Mais au final, si tu penses pas comme ça, tu vas rester dans ta chambre à faire des vidéos, enfin voilà. Donc, après, c'est pas du tout un jugement pour les personnes qui ont une vision beaucoup plus standard. Mais après, ça dépend à quoi ton cœur il bat pour quoi, tu vois. Si une personne, son cœur bat pour le fait que, voilà, elle a des ambitions à ce stade-là, c'est très bien. C'est pas du tout un jugement de valeur. C'est juste dans le sens où, si nous, du coup, c'est ça qui brûle, je pense que du coup, faut aller au bout, tu vois. Parce que c'est pas pour rien s'il y a ça qui brûle, c'est qu'il y a il va se passer quelque chose en fait. Il faut exploiter ça, il faut aller au bout. Mais surtout que moi, je pense pas avoir la même définition de la grandeur que les gens peut-être ont, qui écoutent ou qui voient. Ma vision de la grandeur, c'est pas lié à ma propre personne, c'est pas lié à mes accomplissements en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est amené tous les jours à côtoyer des gens qui peut-être, elles, vont faire des grandes choses, mais qui peut-être vont juste être inspirés par la manière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me côtoient et qui me disent j'aime beaucoup comment Aaron il est. Pourtant, Aaron, tu le connais, hein, c'est pas forcément le mec le plus expansif, tu vois. Il est très... Dire qu'Aaron, il va être très discret, très sympathique, etc. Ils vont dire, mais j'aime beaucoup... Parce qu'en fait, ouais, Mia, ouais, elle a dit ça, ouais. On m'a dit, ouais, je t'aime beaucoup, toi. En fait, c'est-à-dire qu'il a dégagé un esprit, en fait. Okay. Et par rapport à ça, il est capable, derrière, de pouvoir amener un message, de pouvoir... Mais pour en revenir à la version entrepreneuriale, nous, vraiment, dans 2-3 ans, on se voit véritablement avoir développé une activité qui nous permette d'avoir élevé des standards dans la communauté et ailleurs, de se dépasser, d'avoir construit des mécanismes qui nous permettent de pouvoir jouir confortablement du travail qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ça veut dire partir sur de la pub, sur du conseil, sur de la formation, sur... et plein d'autres choses en fait, que tous les jours on gratte, et tous les jours il y a des nouvelles idées qui viennent, donc on ne sait pas ce que ça va être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mais ça va venir, je pense. En fait, ce côté vision hyper marqué, ça me fait penser au fait que, par exemple, en tant qu'entrepreneur, on peut comparer ça à un sportif, par exemple, qui court. Et quand le sportif court, ce qui détermine s'il va continuer ou pas, s'il va être qualifié pour une autre course, ça va être le chiffre qu'il va faire. Par exemple, s'il fait 7 secondes, 9 secondes, 15 secondes. Donc ça, on peut comparer ça à l'argent en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, pour passer à une plus grosse structure, ça va dépendre de l'argent que tu vas avoir, que tu vas réussir à récolter. Mais pour autant, le mec qui court, il court pas pour ça. C'est pas juste ça en fait son truc. Ça c'est un peu pour chronométrer, pour passer à la suite. Mais il y a quelque chose de plus grand en fait qui le drive. Il y a une vision plus grande qui le drive. Il y a quelque chose il y a un besoin plus grand derrière. Et c'est un peu une vision start-up que vous avez. C'est-à-dire quand on dit vision start-up, j'ai bossé à Station F, j'en parle souvent. J'ai bossé à Station F, même encore aujourd'hui un petit peu. Station F, en gros, c'est une sorte de grand campus qui regroupe plein de startups. Et il y a plein de mecs là-bas qui arrivent, ils parlent d'un projet, et leur projet, c'est pas juste de venir leur but, c'est pas juste je veux gagner ma vie. Non, c'est ok, cool. Non, eux, leur but, c'est, sans pour autant critiquer, mais leur but, en tout cas, eux, c'est
ils veulent aller plus loin, ils veulent changer le monde en fait. Ils veulent créer un système. Voilà. Ils veulent faire quelque chose de... J'aime bien le terme, quelque chose qui les dépasse en fait. Tu vois, C'est exactement ça. quelque chose qui les dépasse. Et je trouve que c'est une mentalité start-up, donc Steve Jobs, un peu tout le truc qui se rapporte à ça. Tu vois, ça peut être un peu un raccourci facile, mais c'est vrai. C'est un peu vrai ce côté-là. En fait, hein, mais de toute façon, les Frères Lumière, et moi en l'occurrence, tous les projets que j'ai eus, que j'ai faits, ça a toujours été ah, ce serait trop bien s'il y avait ça. Quand j'ai créé le magazine, c'est ça. Hein. Je me suis dit, ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas un magazine qui fasse ça. Là, c'est lié à un besoin, un problème. Régler un problème. C'est dommage qu'il n'y ait pas un magazine qui fasse ça. Tiens, je vais le faire. Quand j'ai fait le restaurant, c'était en mode, c'est dommage qu'à Melun, il n'y ait pas un restaurant, je peux acheter un petit poulet, un petit riz, une petite sauce, tout ça. Parce qu'à l'époque, j'étais avec ma femme, elle avait pris son appartement, donc on n'était plus ensemble dans la même maison. Donc je me suis dit, ah, c'est dommage, ah là, j'ai plus ma sauce, j'ai plus mon riz, j'ai plus ma truc, et c'est trop dommage, je peux plus manger comme je mangeais avant. Ce serait trop lourd qu'il y ait un mec qui fasse un restaurant. Tiens, vas-y, je vais faire. Et bah, aujourd'hui, avec les Frères Lumière, on est en train de se dire, ce serait vraiment trop lourd s'il y avait un studio pas trop loin de Paname, des prix abordables, des petits bureaux où les gens ils pourraient venir, se poser, faire un petit showroom, faire des interviews comme on est en train de faire là maintenant, tu vois. Et ben tiens, venez en fait. Et puis parce que moi je travaillais chez moi aussi, donc je me suis dit, comme chez moi je suis de moins en moins productif, je vais créer un endroit, je vais trouver des bureaux. Ouais, je vais prendre des bureaux et comme j'avais pas envie de payer des bureaux tous les mois, ce serait bien d'avoir un élément à côté pour faire rentrer les sous. Le studio, c'était parfait. Jérémy faisait de la photo. Aaron était déjà avec moi en vidéo. On a commencé à faire mûrir le truc jusqu'à ce que ça a pris... Jusqu'à ce qu'il y ait une table jusqu'ici, là. Tu vois Ouais, c'est toujours ce côté contexte aussi. C'est-à-dire quand tu es dans l'activité, quand tu es en train de faire ton truc, tu as toujours plus de contexte derrière pour lancer d'autres choses. Tu vois, tu es en train de faire un truc... Par exemple, je sais pas, tu vas prendre un truc, tu vas vouloir réparer ta table. Tu veux réparer ta table et tu te baisses, tu répares ta table et puis tu vois qu'en dessous de ta table, il y a un truc qui cloche. Tu vois, donc attends. Du coup, tu vas réparer en dessous de la table. Après, tu vois qu'il y a ça, un peu cette mentalité de, en fait, quand tu résous un problème, il y a un autre problème qui est là et tu veux résoudre ce problème-là et tu veux continuer. En fait, tu vas apporter une solution, tu vas apporter un truc. C'est ça, constamment ce truc-là. Voilà, exactement. Moi, je me reconnais parce que, par exemple, le podcast, je l'ai lancé parce que je me suis dit, mais attends, moi, je suis un mec qui regarde beaucoup de choses, trucs américains, chinois, tout ce que tu veux, en information, podcast, chaîne YouTube, etc. Et je me disais, mais il n'y a pas un truc en France où il y a un mec qui va parler avec des vidéastes, des réalisateurs, des trucs, des agences, et on apprend les chiffres, on apprend tout le truc, on apprend le business, au lieu d'avoir juste des canons contre je sais pas quoi. Non. Ouais, voilà, non, il n'y a pas ça. Et je me disais ça, et puis à un moment, je me dis, mais pourquoi je le fais pas, moi? Vu que moi j'ai remarqué qu'il y a ça, pourquoi je le fais pas directement? Et boum, j'ai commencé à le faire, etc. C'est la mentalité de pourquoi je le ferais pas en fait. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on a tout plein de raisons de ne pas faire des choses, mais en fait c'est juste de se dire des fois, mais pourquoi je le ferais pas? Après il faut avoir du discernement pour savoir aussi qu'il y a des choses qui sont pas faites pour nous. Peut-être qu'ils sont faites pour nous, mais pas à ce moment-là précis, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça c'est la notion du discernement. Je dis pas à tout le monde, ouais, il y en a qui veulent faire plein de choses, ben allez-y maintenant. Non. En fait, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Et si ça vous empêche de le faire maintenant, pourquoi vous ne le ferez pas au moment opportun, en fait? Pour compléter ce qu'il dit, c'est clairement ça, en fait. C'est que moi, par exemple, je vais donner mon exemple, parce que quand il a parlé, ça m'a fait penser à moi, c'est que moi, par exemple, je suis coiffeur de base. Je coiffe. Là, ça veut dire que là, actuellement, je continue à coiffer encore. Mais rien ne m'empêche... Plus pour longtemps. Plus pour longtemps. Ouais, je pense. Mais rien ne m'empêche de faire autre chose aussi à côté. Il y avait ce projet-là, l'idée était là. Il fallait le faire. Il faut le faire en fait. Ouais. Il faut le faire. Basta. Actuellement, oui, là je fais deux choses en même temps, mais voilà, comme tu as dit, plus pour longtemps, j'espère. Donc voilà. Le jour de la libération. C'est pas tout le monde qui va comprendre, mais ceux qui vont comprendre vont rigoler. Ceux qui vont comprendre, ils comprendront bien. Et il a pointé. Bientôt. Mais tu voulais rajouter quelque chose? Non, juste qu'en gros, je pense que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est fashion un peu, parce que c'est aussi une manière de se mettre en avant soi-même. Et je pense que quand une personne veut se lancer dans l'entrepreneuriat, elle doit vraiment se demander, enfin, je complète ce qu'ils disent au final, hein, mais ils l'ont un peu déjà dit, c'est qu'en gros, tu te dis, est-ce que en fait, je pense que c'est vraiment important de te poser la question, est-ce que là, en fait, je m'apprête à faire ça? Parce qu'en fait,
Je trouve ça trop stylé les autres qui font ça. Et du coup, moi, j'ai un petit peu une sorte de complexe à combler. Moi-même, j'ai envie de me mettre en avant, tu vois. Et après, je vais faire les choses, mais en fait, pour combler un vide, pour combler un manque et tout. Ouais. Si tu le fais avec cette motivation-là, ça va pas porter du fruit en fait. Parce que tu vas vouloir le faire pour toi, tu vas vouloir le faire pour les mauvaises raisons en fait. Tu vas vouloir faire ça pour te faire voir, etc. etc. Et en réalité, tu vas faire ce que tu vas produire, ça va être des choses qui en fait ne te servent qu'à toi et en plus bah, forcément pour quelque chose de pas forcément louable, etc. etc. Après, bon, ça peut prendre... Pire que ça encore. Aujourd'hui, tu vas entendre très peu de personnes qui vont te dire « Moi, je suis fait pour être le salarié de quelqu'un ». Tout le monde aujourd'hui, parce que c'est devenu fashion, tout le monde a tout d'un coup une poussée d'hormones d'entrepreneuriat. Ça veut dire que tout le monde se sent entrepreneur. Tout le monde a... En plus, c'est facile d'ouvrir un truc auto-entrepreneur, tu vois, c'est facile. Mais je vais te dire un truc que je pense sincèrement, dont je suis convaincu, c'est que j'ai une fibre entrepreneuriale. Ça ne fait pas forcément de moi un bon patron, un bon gestionnaire. Aujourd'hui, pour être un bon patron, il faut être un bon gestionnaire, un bon leader, un bon commerçant, un bon commercial, un bon... il y a au moins 5 ou 6 qualités comme ça que tu dois avoir pour être un bon patron. Moi, je pense que j'en ai peut-être 2 ou 3, ou je ne sais pas combien j'en ai, mais je ne pense pas forcément être un bon patron. J'ai une fibre entrepreneuriale. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui ont des visions, il a une vision, mais c'est même pas lui. C'est-à-dire qu'on t'a juste donné la vision, mais ramène-la à des gens pour qu'eux, ils ramènent la vision à terme, tu vois. Il y a des gens qui ont plein d'idées. C'est pas parce que tu as une idée que forcément l'idée, elle est pour toi. Ça peut paraître mesquin comme truc. Moi, aujourd'hui, j'ai plein d'idées que j'ai testées, qui ont marché, qui ont moins marché, etc. Mais juste, il faut que les gens comprennent que aujourd'hui, c'est pas parce que tu veux pas être le salarié de quelqu'un que ça fait de toi une personne qui est entreprenante. Et une fois que tu deviens entrepreneur, ben, la notion d'entrepreneuriat, c'est de savoir déjà avoir plein d'échecs et se relever. Deuxièmement, de pouvoir apprendre des échecs en question. Et troisièmement, au-delà d'apprendre des échecs, c'est de pouvoir justement mettre des choses en place. Aujourd'hui, moi, j'ai mis beaucoup de temps. Ça fait je sais pas combien de temps que je fais de la vidéo, que j'ai fait de l'entrepreneuriat, etc. C'est que maintenant que j'ai pris une assistante. Tu te rends compte, ça fait je sais pas combien de temps que je t'ai dit tout ce que j'ai fait. J'ai fait magazine, restaurant, je sais plus quoi, je sais pas quoi. C'est que là, 2021, enfin fin 2020, que j'ai pris une assistante. Tu te rends compte un peu du truc. Derrière, je peux te vendre ce que tu veux, je pourrais te le vendre. Mais derrière, c'est parce que tu es un bon vendeur que forcément tu es un bon gestionnaire. C'est pas parce que tu es un bon gestionnaire que tu es un bon commerçant. Pas parce que tu es un bon commerçant que tu es un bon manager. Tu es un bon commerçant, mais tu sais pas gérer une équipe, tu n'arrives pas à être un bon leader, tu n'arrives pas à donner l'exemple, etc., etc. Donc il faut savoir que, à tous ceux qui écoutent ou qui entendent, que c'est pas parce qu'entre guillemets tu as des idées que tu es entrepreneur. C'est pas parce que tu es entrepreneur que tu as des idées. Et surtout derrière ça, il faut savoir se reformer à chaque fois pour arriver au terme de la vision que tu veux avoir. Tu vois, si la formation est hyper important. Hyper important. Et en fait, il y a... Là, vous avez balancé tellement de trucs. Je me dis, attends, je commence par ça, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer actuellement. Et par exemple, pour prendre l'exemple des vidéastes, moi, je segmente le truc un peu, je vais généraliser à fond, mais il y a les vidéastes influenceurs et les vidéastes qui taffent, business, qui ont quelque chose comme vous et moi. Ce que j'appelle les vidéastes influenceurs, c'est quoi? C'est des vidéastes qui montrent une image juste de rêve. On voit pas le travail qu'ils font finalement. Souvent, c'est des vidéastes qui sont sur YouTube. Et je vais pas critiquer ce qu'ils font, c'est pas le but. Mais ce que je veux dire par là, plutôt, c'est que certains donc vont vouloir se lancer dans la vidéo par ego, dans l'entrepreneuriat par ego, parce qu'en fait tu veux, ça a déjà été dit, mais tu veux ressembler à quelqu'un, tu veux faire ceci, tu veux faire cela, et j'ai déjà travaillé en fait avec des entreprises, des marques, surtout des jeunes marques, où je voyais les créateurs qui avaient lancé le truc, mais par ego, pas par réel besoin, pas par réel truc, mais juste pour être entrepreneur, pour ressembler un peu aux Américains, pour faire un truc, faire un truc comme ça, comme les séries télé américaines, etc. Je me disais, et moi dans ma tête, je me disais, comment on peut se lancer dans l'entrepreneuriat pour ça? Déjà parce que c'est dur, parce que pour rester, franchement, faut le dire, c'est super dur. C'est dur pour rester sur le long terme. Il faut vraiment résoudre un problème, il faut aimer son client. Faut être un peu... Moi, j'aime bien la mentalité de serviteur. Il faut servir, en fait, tu vois. Quand tu es un entrepreneur, tu sers ton client, tu sers les gens, etc. Et donc, ouais, sur ce côté-là, ouais, je vous rejoins totalement sur ça. Je vous rejoins totalement sur cette vision de se lancer avec quelque chose, avec un truc, et pas juste se lancer parce que c'est cool, parce que c'est flashy, etc., tu vois. Donc ouais, totalement.
Et il y a d'autres choses que vous avez dit, mais... On est pris par le temps. Donc ouais, non, c'est un point hyper intéressant, même sur le côté du leader, sur le fait d'être un leader, sur le fait, enfin leader, ce terme un peu à la mode, mais sur le fait de savoir, je sais pas, diriger une équipe ou inspirer une équipe. Ce côté-là aussi, c'est aussi un côté qui est un peu fashion aujourd'hui, de dire je suis un patron, je fais les choses, etc., etc. Ou je suis à mon compte, je suis indépendant, vidéaste indépendant par exemple. On est indépendant, mais on n'est pas vraiment indépendant, parce que derrière, il y a des clients, il y a des choses, il y a quand même des choses qui sont là, tu vois. Donc c'est un peu une réalité aussi, et je pense que c'est intéressant d'en parler. Je pense que c'est intéressant d'en parler totalement. Et donc du coup, ma dernière question, c'est une question pour chacun d'entre vous et pour vous trois après. C'est quoi votre pire anecdote de tournage ou votre tournage le plus insolite? Et je sais qu'il y a du croustillant par ici, je sais, c'est sûr. Pire. En photo, le pire. Pire ou insolite, ou vraiment un jour où vous vous êtes dit, je sais pas. C'est libre. Qu'est-ce que j'ai fait comme dinguerie? Non. T'as trouvé tout? J'ai une petite anecdote, mais vas-y, balance. je crois que Dorian l'a déjà raconté sur un podcast. Mais c'est que à l'ancienne... Non, mais c'est pas intéressant, tu l'as déjà raconté. Je l'ai raconté, ouais, je l'ai raconté en plus l'épisode dernier en vrai. Ah ouais? Ouais, je l'ai raconté l'épisode dernier. Ok. Mais peut-être que tu as une autre manière d'apporter le truc. Je dis ça parce que, en fait, du coup, vous écouterez le précédent podcast, mais j'étais avec lui donc, dans cet événement-là, vu qu'on travaillait ensemble avant. Non, franchement, pire, mais ça peut être plutôt inédit, genre insolite, pas forcément négatif en fait. Ouais, bien sûr, ça peut être positif à fond. Je veux du croustillant. Non, toi, tu veux du croustillant? Moi, je veux du croustillant, moi. Après, un truc où là où... Ah oui, bon, j'ai un truc. Il veut des bagarres, tout ça là. En fait, j'ai fait un mariage en France, pas en Île-de-France, où la mariée a fait plein de dépenses de fou le jour du mariage et le marié n'était pas au courant. Elle a fait une location d'une Rolls, je crois, à 2005, je sais pas quoi, le mari n'était pas au courant. Le mari savait même pas qu'elle avait pris les frères Lumière, donc il savait pas que il devait payer en fait, parce que elle m'avait dit qu'elle avait fait le virement mais qu'elle n'était pas partie. Finalement, je suis arrivé parce qu'elle avait déjà payé le billet, l'hôtel, tout ça. Je suis arrivé sur place. Le mec il me dit mais je sais pas, le jour du mariage à 15h, le mec il dit c'est mort, on se marie plus, tu vois. C'est mort, on se marie plus. Donc moi, je prends... je dis croustillant et il a balancé... Ah ouais, le jour du mariage, à 15h, je crois, à 15h, le mec, il dit, c'est mort, on se marie plus du tout. Elle, c'est mort. Elle me fait des dingueries, voiture, tout ça, je savais même pas que je te devais encore autant d'argent. Je dois encore ça, mais je dois quasiment tout, en fait. Et il me dit, ouais, c'est mort, on se marie plus. Et donc, j'ai passé, je crois, un bon 45 minutes à faire de la gestion de crise, en fait. Avec le marié, la mariée, etc. Mais ça, c'est un rôle hyper important. J'ai l'impression chez les vidéastes et photographes de mariage d'avoir ce côté humain en plus et pas juste... je te dis clairement, c'est pas pour mettre en avant notre profession, mais les photographes et les vidéastes, c'est eux, parce qu'ils sont là le matin, ils arrivent quasiment dans les premiers, c'est eux qui font la plus grande plage horaire du mariage. Donc ça veut dire que c'est eux qui sont presque garants de la bonne humeur du marié et de la mariée. C'est ouf. C'est eux qui voient tout. Aujourd'hui, je pense qu'en termes d'organisation sur un mariage, si tu veux bien organiser ton mariage, demande à ton vidéaste, à ton photographe, c'est quoi les bonnes astuces, parce que c'est eux qui savent à quel moment ça va prendre du retard, à quel moment ça va pleurer, à quel moment il va y avoir des émotions, etc. Du coup, si des mariés entendent, quand vous prenez vos vidéastes à 700 €, tout compris, photo, vidéo, tout. Ils font la vaisselle aussi. Qui font voilà, 700 € tout compris, gestion de crise. Du coup, c'est chaud. Vous pourrez divorcer avant même de vous marier. Alors que là, est-ce qu'ils ont pu se marier au final ou pas le couple? Non, ils ont pu se marier, ouais. Franchement, donc c'est-à-dire que donc voilà, vous avez vu, tout le monde a entendu, sauvetage du couple, etc. Donc voilà. Non, mais après de toute façon, c'est un mariage, donc forcément le mari était vraiment énervé, certes, tu vois. Mais après, moi, je suis marié aussi, donc ça veut dire que ça joue ça, le fait d'être. Oui, ça joue. Il y a deux personnes qui sont mariées ici, mais ça joue. Dieu fera grâce. La grâce coule encore. Le panier circule toujours. Mais oui, mais ça joue clairement, parce qu'aujourd'hui, tu vas parler à des mariés pour leur dire oui, moi aussi, ça m'arrive des fois d'avoir des frictions dans mon couple. Tu
t'es pas marié, ton histoire de copain-copine, ça. Ouais, moi, je suis marié, ça fait très longtemps que je suis marié. Donc aujourd'hui, quand je te dis, mon ami, je comprends ce que tu dis, ben, ça a quand même un minimum de poids, quand même, tu vois. Et aujourd'hui, je peux parler avec un futur marié pour lui dire, tous mes mariés, je passe, avant qu'on fasse un rendez-vous physique, je passe 1h30, 2 heures au téléphone avec eux. Ok. Ouf. Après, il y a un rendez-vous physique pour la signature du contrat et tout ce qui est aspect esthétique, etc., les préférences, tout ça, qui peut aller de 2 heures à 3 heures par rendez-vous avec mes clients. C'est-à-dire que tous mes clients, je les connais par leur prénom. Je sais que il a fait une demande comme si, je connais leur histoire d'amour, comment ça a commencé de tous mes mariés. Je peux te raconter leur histoire. C'est-à-dire que le jour du mariage, au-delà du fait de faire de la vidéo, moi, j'ai une obligation de rendu. Aaron a une obligation de résultat. Jérémy a une obligation de résultat. Donc ne t'inquiète pas qu'on va veiller à ce que tu aies le sourire. Parce que, ouais, si jamais tu souris pas, tu as l'impression que c'est moi qui ai mal filmé, mais tu n'as pas souri. En fait. Donc moi, t'inquiète pas que je vais m'assurer que tu souris en fait. C'est mon boulot. Ça fait partie de mes attributions. Même si j'ai pas mis ça en option dans ma grille tarifaire. Bon, c'est encore une fois le truc de pas juste se limiter à la vidéo. Je fais un beau slow-mo, mais c'est d'aller beaucoup plus loin. Donc dans la vidéo, toujours, le but c'est pas de délaisser. Surtout dans ce milieu-là, c'est hyper important la vidéo quali, mais d'aller au-delà en fait, d'être proposé un truc en plus, ce côté conseil, ce côté gestion de crise. Et c'est pas la première fois que je l'entends chez des photographes vidéastes, vraiment ce côté où souvent j'ai entendu ça d'un photographe luxe. Qui avait dit ça aussi, qui avait dit que voilà, lui, c'est un mec qui est là, qui met le sourire en fait, si tu l'invites à ton mariage il est réussi. Si tu l'invites pas, c'est chaud. Et le mec il prend que 5 mariages dans l'année, mais les mariages il les facture. Il facture bien. Ouais, quoi. il faut qu'il y ait du rendement quoi. Quelqu'un d'autre a un petit truc croustillant à partager? Aaron, vas-y. Non, franchement, je suis désolé, j'ai pas. Franchement, j'ai pas. Bah, si je peux rebondir sur le truc dont Luc voulait parler par rapport au marié qui nous avait vraiment gâtés. Franchement, c'est-à-dire les conventions de Genève étaient respectées. Vraiment, voilà, tout était en règle, franchement, même plus. Et franchement, ça fait plaisir. Je sais que c'était pas simplement parce que c'est sûr qu'il y a toujours une partie où, comme il disait tout à l'heure, il y a le côté où j'ai envie de démontrer que j'ai de l'argent, donc je vais dans l'excessif et tout. Mais là, finalement, les vidéastes, on ne saura jamais comment ça s'est passé avec les vidéastes. Tu n'es pas obligé d'être cool avec nous, en fait. Tu n'es pas obligé d'être sympa, tu n'es pas obligé d'être généreux, etc. Parce que limite, tu peux même être aigri avec eux. Tu peux même nous rendre compliqué le travail. Nous, à la fin, comme il disait, on a quand même une obligation de résultat, en fait. Ouais. Donc, tu n'es vraiment pas obligé d'être sympa, en fait. Et pour le coup, ils avaient vraiment été terriblement sympas. Moi-même après, avant de repartir, avant de reprendre l'avion pour rentrer en France, ils avaient à cœur de me faire kiffer le pays, etc. Vraiment d'être. Ok. Donc pour remettre juste dans le contexte, c'était pas du tout en France, et donc c'était un mariage à l'étranger, c'est ça? C'est ça. Ok. Et du coup, vraiment, c'était généreux de leur part, c'était humain, c'était. Donc voilà, franchement, si on pouvait toujours travailler dans des conditions comme ça. Donc je pense que c'est pour ça lui qui voulait en parler, c'était pour mettre ça en lumière. Je vais en parler, oui, clairement, parce qu'en fait, clairement, tout le monde aime la considération. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces mariés-là, franchement, en général, ça paraît presque un contrepoids par rapport aux autres mariés, mais non, c'est faux en fait. La plupart des mariés qu'on a, en toute sincérité, nous traitent vraiment bien. Franchement, c'est vrai. On est vraiment super bien traités parce que nos mariés prennent soin de nous, ou parce que je t'ai dit, au-delà du rapport professionnel et de prestation, il y a vraiment un rapport qui s'est tissé, tu vois. Mais là, ça nous avait marqué parce qu'au-delà de ça, il y avait vraiment une bienveillance incroyable, en fait, tu vois, derrière ça, et que ça que j'ai retenu, j'ai voulu le souligner, non pas pour faire de la propagande sur quoi que ce soit, hein, c'est juste que je ne vais pas citer que du croustillant sur du négatif, je me suis dit, autant dire aussi des trucs positifs, et c'était bien. Et après, le petit truc croustillant que tu as eu ce que tu voulais. Non, je suis content. Tu as eu ouais, tu as eu une chips, donc c'est cool, tu vois. Mais ouais, franchement, la bienveillance, c'est quelque chose qui fait que aujourd'hui, on veut faire de moins en moins de mariages parce qu'on veut se concentrer vraiment. Si je fais 5, 6, 7 mariages par an, mais les 5, 6, 7 mariés que je vais avoir par an, là, ça permet de me dire vraiment, mais là, j'ai envie de faire des trucs de ouf. C'est-à-dire qu'en termes de mariage, je fais que 5 mariages par an, mais quand je pose le mariage, il faut qu'on sente la patate, tu vois. C'est-à-dire que quand je pose un mariage, quand je vais en faire 20, au bout d'un moment,
Tu viens avec mon mariage, je vais te faire 3, 4, 5, sur 3, 4, 5 mariages, les mêmes poses. Aaron, des fois, je lui dis, vas-y, on se défonce, mais en mode auto. C'est-à-dire que les recettes qui marchent, on va les refaire. Parce que ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Là, je veux plus. Je veux faire 5, 10, je sais pas combien de mariages, on verra, on va équilibrer. Une fois qu'on va faire ces mariages-là, on a fini le mariage, on a réfléchi à un script. Avant, pendant, après, on a le temps véritablement de faire un truc de ouf, en fait, tu vois. Parce que nous, on veut faire que des trucs de ouf. On veut que les gens nous donnent les moyens de faire des trucs de ouf. Malheureusement, on n'en trouve pas 30 des mariages comme ça. Donc, nous, on veut des mariés qui ont envie de vivre des expériences avec nous. C'est-à-dire, des expériences, ça veut dire que dites, ouais, en vidéo, faites ce que vous voulez, et nous, on vous dit, voilà, on a besoin de ça. Et on va aller loin en termes de vidéo. C'est-à-dire, ta vidéo de mariage, tu ne vas jamais l'oublier. Jamais, jamais, jamais de la vie. Elle va être intemporelle, et parce qu'elle va être sur un concept d'innovation, et simplement parce que ça va être des souvenirs que tu vas garder pour que tes enfants, tes petits-enfants, tes amis, tout le monde puisse voir ça avec plaisir et émotion, tu vois. Yeah, c'est assez ouf. Et pour conclure, par rapport à tout ça, est-ce que quel conseil vous pourrez donner à quelqu'un qui se lance, un jeune vidéaste, un ou une jeune vidéaste, pas forcément en âge, il y a souvent des vidéastes qui se lancent qui ont 40 ans, 50 ans, etc., mais en expérience. Quel conseil vous pourrez donner vu que vous êtes trois, un ou jeune photographe qui se lance, quel conseil vous donnerez? Moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est un peu ce qu'Aaron disait tout à l'heure, c'est vraiment d'examiner tes intentions, entre guillemets. C'est vraiment de regarder au plus profond de toi-même, qu'est-ce que tu recherches en fait quand tu fais ça. Moi, par exemple, pour revenir à mon exemple, c'est que malgré que je travaille, malgré que je fais autre chose avant, même là, ben, mon cœur il bat pour la photo en fait. Et j'ai envie de tout arrêter, de me poser et de faire que ça en fait, tu vois. De ouf, j'ai envie de me poser, de faire des patates. Voilà, c'est posé, je veux te faire des... Et en fait, voilà, clairement, c'est le temps qui me manque un petit peu. C'est le temps qui me manque un petit peu, mais clairement, voilà, c'est ça en fait. J'ai envie en fait, c'est ça en fait. Et voilà, le conseil, c'est de vraiment s'examiner, de savoir qu'est-ce qu'on veut. C'est de l'argent, c'est de trucs, c'est ça. On transforme même toujours. C'est la clé pour tout. Ça, non. Donc voilà, ouais, moi mon conseil c'est ça, vraiment s'examiner vraiment. Est-ce qu'on a la passion, est-ce qu'on a le truc avant de se lancer. Yes. Bah, pour pas répéter, du coup, pour dire autre chose, j'aurais conseillé à quelqu'un de prendre sa caméra et de faire quelque chose en fait. Souvent, on n'ose pas trop commencer parce qu'on pense qu'on n'a pas assez regardé de tutos, on n'a pas assez regardé on n'a pas été assez payé de formation. Souvent, les gens veulent même payer la formation pour se dire non, j'ai payé. Donc, mais ils la font même pas en plus, des fois. Voilà. Comment Des fois, ils font même pas la formation, juste ils payent. Grave, ouais, ils payent, puis ils se disent non, mais j'ai payé pour le truc, ça veut dire que maintenant, là, je suis en mesure où maintenant je peux commencer et tout. Enfin, en gros, voilà, ne te mets pas dans ce raisonnement de légitimité et tout, en fait. Bon, vu que c'est la vidéo, je dirais prends ta caméra, sors, fais quelque chose, n'attends pas d'avoir. Souvent d'ailleurs, en général, comme tu aimes bien comparer au sport ou à la course, la vidéo, c'est comme. Genre par exemple, moi le sport c'est pas mon truc, tu vois. Et les fois où j'ai voulu me. Non. Ouais, pourtant. Les fois. C'est le Ronin. Ouais, c'est le Ronin, de fou. L'asiatique, non, et les rares fois où j'ai voulu m'y mettre, c'était révélateur de comment ça allait finir. C'est qu'en fait, je voulais prendre du coup la paire au top, tout ce qu'il y a autour, le vêtement au top, l'accessoire pour l'iPhone au top, le truc. Et là après, je me dis, si j'ai tout ça, après je pourrais commencer à me mettre au sport, à faire le truc et tout. Ça révèle quoi? Ça révèle qu'en fait, j'ai pas vraiment envie de m'y mettre. C'est juste qu'en fait, je faire partie d'un modèle en fait, d'un système, de te conformer à tout. Et franchement, donc voilà, bon, au final je suis en train de répéter un peu sur s'examiner, mais bon, pour parler d'autre chose, franchement ne te limite pas, prends ta caméra, sors, fais quelque chose, tu peux être surpris vraiment de ce que tu peux faire avec, franchement même, bon je sais pas si on peut le dire, mais voilà, même les caméras qu'on a en vérité c'est pas les caméras dernier cri. Pourtant, au final, aujourd'hui, c'est les frères Lumière qu'on veut, alors que c'est vraiment pas les caméras dernier cri. Ça prouve qu'en fait, tout ne repose pas sur le matériel, en fait, mais qu'est-ce que tu vas véhiculer comme émotion au travers de
de ton objectif en fait. Qu'est-ce que tu veux, quelles sont tes motivations et tout. L'outil, c'est la manière dont tu vas utiliser. Voilà, c'est ça. Mais je pense que tu en as déjà parlé sur tes podcasts. Non, moi c'est business. Non, je rigole. J'en ai déjà parlé. Non, j'en ai déjà parlé, ouais. Donc voilà, pour pas trop répéter. Donc voilà, ouais, prends ta caméra, sors, crée quelque chose. Et au final, Ouais, l'action, être dans l'action en fait. c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais. Je te jure, franchement, et des fois, des choses, c'est là où tu développes ta créativité. Il y avait, là, je vais faire le mec genre qui s'y connaît grave en cinéma et tout. Non. Hitchcock, il disait, avant, il y avait des. Hitchcock, quand même, on a un bagage. Non, je rigole. Hein, Hancock. Alfred Hitchcock, il disait que avant, dans le cinéma, il y avait des interdits. Et ça rendait les gens créatifs. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la censure au cinéma, il y avait plein de trucs. Il y avait plein de trucs, il y avait plein de limites même en termes de budget aussi, il y avait des limites, il y avait des choses qu'on pouvait pas, auxquelles on devait se plier. Ça rendait les gens créatifs, ça les poussait en fait à faire quelque chose. Ok, je suis contraint avec ça, Ouais. ben, je vais créer, je vais me casser la tête, je vais réfléchir. Là tu as un Canon, je connais même pas les vieux, mais bon, t'as un Lumix GH4, c'est pas du tout l'appareil dernier cri. Canon. C'est quoi le Canon que j'ai? Ouais, grave. Mark II. Il a un Canon Mark II, Ok. donc pourtant. 5D. Ok, waouh. Date de ouf, même. Pourtant, 2009. Ouais, je prends 2009. Ok. Wow. Canon 5D Mark II. voilà. Tu vois les photos qu'il fait, sans comment tu dis, sans prétention aucune, tu vois les photos. Donc c'est pour révéler que voilà en fait, t'as des contraintes, bah justement c'est top parce que ça va te pousser en fait à être créatif. Ouais. Ah, j'ai pas de stabilisateur, ok, bah je vais réfléchir à une vidéo qui serait stylée dans le fait qu'elle est filmée à la main. Ok. Je vais pas me forcer à vouloir faire quelque chose de stable avec mes mains. Je vais me dire, ok, non, je vais prendre le parti pris de faire une vidéo qui n'est pas stabilisée, c'est fait exprès. Je vais me pousser dans ma Ok. créativité, ouais. Ok. Bah, pour rebondir à ce que tu disais, vu que moi, Aaron, je le connais depuis le collège, c'était déjà le gars au collège, au lycée, le mec qui fait des vidéos. Ça veut dire que quand j'ai été présenté à lui pour la première fois, c'est par un ami à nous en commun. C'était parce que j'avais dit à cet ami en commun que moi, je kiffais le cinéma et la vidéo. Mais sauf que moi, j'étais le mec qui kiffe le cinéma, mais avec la bouche. Qui kiffe ça avec la bouche, qui te parle de films, de ceci, de cela, qui a toutes les références. Dès que tu lui dis, bah tiens, fais une vidéo, bah non, je peux pas, j'ai pas ça. Donc dès que j'ai été présenté à Aaron, c'était en mode, ah ben lui, c'est le mec qui kiffe aussi le cinéma, mais qui fait des trucs. Qui fait des trucs, le côté action. Et donc ouais, c'est clairement pour... À un moment donné, faut faire en fait. Faut se lancer, faut faire. Et je dirais aussi, faut publier. Je rencontre trop de vidéastes qui publient pas. Qui publient Il y a des pas ce qu'ils patates font. douces qui dorment, il veut pas envoyer. Il veut pas envoyer. Il veut pas publier. Non, Faut publier. il y a- Ah ouais, carrément. Ah ouais, bah là je le redis encore plus. Le fait de publier en fait des trucs, le fait de publier des trucs, ça fait que tu existes. Il y a des vidéastes actuellement qui sont trop forts, qui n'existent pas. Parce que sur leur Instagram, tu vois rien, sur leur compte Facebook, YouTube, peu importe, tu vois pas tu peux pas trouver leur travail. Du coup, ça peut paraître simple comme truc, hein. Mais trop de fois, en tout cas, moi je suis en contact avec beaucoup de vidéastes tous les jours qui me disent ouais, je trouve pas de clients, etc. Je vois l'Instagram, il y a rien. Facebook, il y a rien. Je me dis mais par exemple là tu me parles, moi des fois j'ai besoin de second monteur, de trucs, de je sais pas quoi. Je pourrais pas t'appeler parce que je vois même pas ton travail. Alors qu'on peut être en contact. Ça, par exemple, un jour j'étais dans le métro et j'ai rencontré un réalisateur de film, un jeune. J'ai pas eu le temps de lui parler, mais après je me suis dit mais même si je lui aurais parlé à ce moment-là, j'avais pas de court-métrage, rien Ça du à lui tout. montrer, ouais. Donc du coup, je leur ai dit quoi? J'aurais été un fan en fait. Ouais. Donc c'est pour dire que ouais, faut être dans l'action et faire des trucs en fait directement. Donc ouais. Et monsieur Lux, s'il peut avoir un petit conseil, Un conseil petit conseil business d'ailleurs, tiens, ce serait Un conseil sur quoi déjà pour un jeune vidéaste. Ah, ok, d'accord. Encore une fois d'expérience, quelqu'un qui veut se lancer dans la vidéo, qui veut débuter. Que ce soit, peu importe, que ce soit au niveau du... Mais là, je dirais plutôt au niveau du business, par exemple, il est là, bon, voilà. Comment je fais maintenant? Je fais quoi? Je dirais deux choses, avoir des bonnes références, parce qu'ils ont en fait, ils ont dit tout, en fait, vous avez tout dit. J'ai pas envie de répéter, donc je vais dire avoir des bonnes références et se fixer des standards qui sont très élevés. Aujourd'hui, sois un bon copieur. Non, c'est vrai, quand tu commences... Ouais, quand tu commences en copie, Quand tu commences, il faut que tu sois un bon copieur. Ouais, C'est-à-dire qu'en clairement. fait, il y a des gens qui vont copier la forme et des gens qui vont copier le fond. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont regarder une vidéo
et qui vont copier juste le truc de base, en fait, tu vois. Il y a des gens qui vont regarder une vidéo qui vont dire « Ah, j'aime trop comment il arrive à exprimer ça. » Il a même pas vu le mouvement de caméra, en fait. Il n'a pas vu l'effet l'effet zoom, je sais pas quoi, il s'en fiche de ça. Lui, il a vu comment la personne a fait une narration. Soit un bon copieur. Un bon copieur, ça veut pas dire une personne qui reproduit ce que font les autres, mais qui arrive à capter l'esprit dans la manière dont les gens ils font les choses. Soit déjà un bon copieur. C'est-à-dire que pour ça, il faut que tu aies de bonnes références, il faut que tu aies de bon goût. Bah oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut dire que moi, je me rappelle, j'avais fait une interview une fois avec un artiste congolais qui s'habille bien, dont les gens considèrent qu'il s'habille bien, et on a parlé de sa sape. Il a dit, on m'a toujours dit que pour être un mec qui s'habille bien, il faut savoir reconnaître quand les gens ils s'habillent bien. Et ben aujourd'hui, je pense que pour être un bon vidéaste, il faut savoir reconnaître quand les gens font des bonnes vidéos. C'est ça d'ailleurs qui m'a fait que je m'étais rapproché de vous d'ailleurs, parce que quand j'ai vu votre vidéo, même si aujourd'hui Aaron me dit ouais, mais à l'époque tu vois la vidéo, même nous on n'est pas trop fan de ce qu'on avait fait, etc. Mais moi quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit ah, ces mecs-là, ils ont un truc, tu vois. C'était pas juste du slow motion, c'était la manière de filmer, c'était un truc que j'avais pas capté. Je me dis mais c'est lourd, mais j'arrivais pas à capter. Il faut que j'arrive à choper les mecs et qu'on se pose et qu'on discute, tu vois. Mais pour être un mec qui fait des bonnes vidéos, il faut que tu aies bon goût, dans les gens sur qui tu copies et des bonnes références. Donc pas juste Daniel Schiffer. Ouais, voilà. Tu te dis pas, tiens, il y a un tel qui a la mode, je regarde, je vais faire les mêmes éléments, tu vois. Aujourd'hui, je vois plein de gens qui font les frères Lumière, entre guillemets. Non, mais oui, ouais, clairement, je vois. Non, je vois des petits éléments, un peu des petits trucs de code, c'est marrant. Sans prétention aucune. Effectivement. Non, mais je vois des petits éléments de code et franchement, j'aime bien parce que je me dis, ah, c'est cool quand même, tu vois. Mais je me dis, non, dommage parce qu'en fait, ils ont pas, il y a des trucs ils ont reproduit des effets ou des mouvements, mais ils n'ont pas reproduit l'esprit de la chose, en fait, tu vois. C'est ça qui est dommage. Deuxièmement, je trouve dommage que ces mecs-là prennent les frères Lumière en référence. C'est-à-dire que vous êtes fixés comme standard les frères Lumière. C'est quel manque d'ambition, ça? C'est-à-dire que tu as vu tout le monde qu'il y a sur la planète, tu dis, c'est eux ma référence. Bullshit. C'est-à-dire c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, quand je voyais moi, je suis un tueur de dragons. C'est-à-dire que je vais pas me bagarrer avec des chiots. Je vois des mecs qui sont forts, je me dis, ah, lourd, pitbull, lui c'est le pitbull du quartier. Moi, je veux un dinosaure. C'est-à-dire, je vois vraiment un mec, on m'a dit, non, lui c'est un truc de ouf, et je suis là, je gamberge sur lui. Il faut que j'arrive à faire aussi bien, il faut que je fasse mieux que lui. Bon, là, j'ai pas trop le temps parce que c'est en train de dealer des contrats, tout ça, mais je compte sur Aaron et je compte sur Jérémy. Aujourd'hui, ben, tellement c'est ridicule parce qu'aujourd'hui, j'en même plus mon travail en fait. Je fais de la vidéo toujours, certes. Aujourd'hui, là, on est vraiment sur une vision fusée où on est en train de vendre l'entité, tu vois. Donc, Ouais, je bien me sûr. rends compte que, inconsciemment, j'ai fait le truc, je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis plus fier limite du travail que je vois faire Jérémy et Aaron que de mon taf en fait. C'est-à-dire que quand je parle du travail de Jérémy, les gens disent ouais, ton gars, tu le vends trop. Quand je parle du travail de Aaron, les gens disent ouais, ton gars, tu le vends trop. Ouais, parce qu'en fait, je suis vraiment fier d'avoir ces mecs-là avec moi, tu vois. Et quand je vois des mecs qui commencent, je leur dis hé les gars, tu vois un mec qui est fort, demande-toi c'est quoi les ingrédients qui font que lui, il est fort. Ouais. Aujourd'hui, des fois, quand je parle avec Aaron et qu'il me dit ouais, t'as vu, en ce moment, je regarde grave des documentaires sur les trucs russes, etc. Et ben, des fois, je Ah ouais, vais t'étais regarder, le cinéphile du groupe. Exactement, ouais. Non, mais Aaron, c'est une vision créative. Moi, Ouais, c'est ouf. je vais avoir une vision comme ça. Jérémy, c'est un mec qui va se buter jusqu'à ce qu'il va saigner des yeux pour comprendre le mécanisme d'un truc. C'est lourd, ça, tu vois. Aujourd'hui, moi, je pense que pour être bon, il faut donner du temps à sa passion, même pas jusqu'au point de même pas se rendre compte, avoir des bonnes références, être un bon copieur et viser des standards qui sont très élevés. Pour te dire, c'est pas de l'ego, c'est pas de la prétention de dire que moi aujourd'hui je veux faire des films aussi bien que Tarantino. Ça peut paraître prétentieux pour celui qui... Mais Tarantino c'est qui en fait? Non mais il est fort le mec, mais en fait c'est un être humain comme toi et moi en fait. Je dis ça parce que Tarantino c'est justement un réalisateur qui copie. qui copie beaucoup, qui a grave de la référence et dont la plupart de ses films c'est des hommages, c'est tout. Ouais. De référence de plein de gens en fait, tu vois. c'est sa culture à lui qui s'est forgée avec toutes ses références, ça qu'il a kiffé et il les a mis dans ses films et tout. Ayez des bonnes références, fixez-vous des standards élevés, soyez des bons copieurs. Ne soyez pas des copieurs de frame, soyez des copieurs d'idéologie, d'état d'esprit, de réflexion.
Tu vois, moi, quand je parle avec des gens aujourd'hui, je sais que j'ai une façon de parler ou de réfléchir qui peut être un peu spécifique, tu vois. Ouais. Et ben, au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y a des gens qui parlent comme moi, non pas qui parlent comme moi dans mes expressions, mais qui vont avoir des fois les mêmes mécanismes de réflexion que moi. Et là, c'est ma plus grande fierté. Des fois, je vois des gens qui avaient cette façon-là de réfléchir et qui réfléchissent un peu de plus en plus comme moi, ou que moi, je commence à réfléchir comme eux, parce qu'à force, et aujourd'hui, j'ai Une sorte de j'ai symbiose, les mimétismes de Aaron, j'ai les Ouais. mimétismes de Jérémy à fond. Parce que je parle avec eux, et je trouve ça lourd des fois. Il va dire un truc, il va faire un truc, je vais trouver ça lourd, et dans mon crâne, ça gamberge, tu vois. Et je vais comme ça. Ah, c'est clair. Non, mais c'est vraiment ce côté association-là qui. En fait, Ouais. tu te rends même pas compte, tu rentres chez toi, le truc qui gamberge, le lendemain, tu reviens, il y avait un truc, à un moment donné, là, il y avait un truc, Drawer. Ouais, Drawer. Mot-clé pendant peut-être une semaine, tu vois. Parce que c'était. Et c'est la marque d'un canapé, je crois qu'on a acheté. C'est lui là-bas ou lui. En fait, c'est devenu. Pour faire court, sinon ça va être trop long. En gros, un conseil à ceux qui veulent commencer, et de bonnes références. Quand vous avez trouvé les bonnes références, soyez de bons copieurs, pas des copieurs de frame, pas des copieurs de style, de je sais pas quoi, des copieurs de narration, d'idéologie, de je sais pas quoi. Troisièmement, fixez-vous des standards élevés. Ça veut dire que ne cherchez pas à piquer le pitbull du quartier, allez chercher les dragons directement, tu vois. Dire que tu vois, je sais pas qui, ben, peut-être que en voulant faire du Tarantino, tu feras peut-être jamais comme du Tarantino, mais tu seras toujours meilleur qu'un autre mec qui est en train de. C'est comme les mecs qui font du clip et qui veulent tous faire du Chris McCarry, tu vois ce que je veux dire? Frère, il y a d'autres. Chris McCarry copie sur qui? Va chercher le mec que Chris McCarry copie, tu vois. C'est ça en fait. Voilà pour mes conseils. Donc là, en fait, là, on a eu des conseils business, on a eu des conseils créatifs, il y a tout eu. C'est-à-dire là, la personne qui écoute, franchement, j'espère que tu as pu noter, tu as pu voir, tu réécoutes encore, partage le podcast aussi, ça me fait du bien. Mais ouais, clairement, il y a tout. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur les réseaux sociaux, à commencer par Instagram, c'est Ok. là où il y aura le plus d'activité. Instagram. Et dans ton cœur. Introspecte-toi en profondeur. Non, ouais, Instagram, lfl.studio avec un S. Voilà, sinon les frères Lumière, les-du-bas, frères Lumière, frères avec un S évidemment, Lumière sans S. Et puis voilà. Les FFIM et les EAD. Tout à fait. Voilà, merci Seigneur. Si on est là aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu quand même. On va quand même le dire. Voilà. Classique, tout a été dit. Hein. Après, bientôt le site. Ouais, grave le site. Bientôt le site. lesfrèreslumière.com. Bientôt le site. Ok, c'est lourd, super, super rencontre. De toute façon, on se connaissait déjà, mais super rencontre quand même. C'était lourd, hyper enrichissant. Hyper enrichissant sur absolument tous les points. Moi, je vous souhaite que du bonheur pour la suite. Vraiment, au niveau des projets, de toute façon, on est ensemble. Au niveau des projets, moi, je sais que ça va le faire. Et De voilà. toute façon, tu enregistres ton podcast ici maintenant, c'est bon. Ouais, Voilà. sponsorisé par LFL Studio. Je tiens à le dire, sponsorisé. Si nous ne serons pas responsables de la qualité médiocre du podcast, si c'est pas enregistré ici, malheureusement, Nous dédouanons, nous ne sommes pas. mon frère est chez lui, donc s'il ne vient pas, c'est qu'il ne veut pas venir. Donc si le prochain épisode est sur Zoom, c'est parce que j'avais la flemme complète. Mais sinon, on est sponsorisé par LFL Studio totalement. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Un café avec un vidéaste. Et je vais laisser Aaron dire le dernier mot. Il avait un petit dernier mot à dire, je crois. Ah non, même pas. Non, même pas. Non, franchement, non, même pas. Tout est bon. Tout est dit. Et la lumière fut welcome in the light.